Donc j'appelle Béatrice Mathieu, qui est rédactrice en chef de l'Express, et Adam Mostafavi, qui est directrice adjointe de la rédaction de l'Express. C'est Béatrice qui commence ou c'est un duo? C'est un duo. Eh bien, j'adore les duos parce que c'est le même temps de parole pour deux personnes. Donc, vous avez la parole et on vous remercie beaucoup de votre travail et de notre partenariat. Merci à tous. Alors, comme Éric Scholl, notre directeur de la rédaction, ce matin, vous a fait un premier bilan de ce qu'étaient les États-Unis à travers des chiffres. Avec ma collègue Béatrice, nous avons décidé, nous, de vous faire les lettres, c'est-à-dire que nous avons choisi 6 mots qui vont définir ce qui s'est dit aujourd'hui. Voilà, 6 mots pour résumer les débats. On vous fait une petite sorte de chat GPT de ce qui s'est dit aujourd'hui, si vous n'avez pas tout suivi. Donc, ce premier mot, Béatrice, c'est... Alors, puissance, évidemment. Alors, c'est le premier mot qui nous vient à l'esprit et qu'on a beaucoup aussi, évidemment, entendu depuis ce matin quand on parle des États-Unis. Alors, Eric a commencé avec un très, très, très gros chiffre, 28 800 milliards de dollars, soit un quart de la richesse mondiale produite chaque année aux États-Unis. Puissance aussi, évidemment, économique, puissance aussi militaire, avec plus de 5000 ogives nucléaires et un budget de la défense qui reste le plus important au monde. Alors, depuis que j'ai commencé depuis que je suis journaliste, depuis un peu très longtemps. Ne les faites pas. Si. Mais combien de fois on a entendu parler de fin de la locomotive américaine était malade, la fin de la puissance américaine, etc. Et alors, c'est vrai. Alors, Jérémy Gallon nous l'a dit ce matin, et puis ça a été redit d'une certaine façon par le général Trinquant tout à l'heure. L'hyperpuissance américaine que l'on avait au début des années 90, jusqu'en 91, finalement, a vécu. On n'a plus l'hyperpuissance américaine, elle est devenue une superpuissance, c'est déjà pas mal. Alors l'intervention en Irak a expliqué ce basculement, la grande crise des subprimes aussi, et puis évidemment après des raisons autres comme l'entrée de la Chine dans l'OMC, fait que ce rôle d'hyperpuissance s'est érodé. Alors, les États-Unis aujourd'hui, superpuissance. Comme l'a très bien dit Jean Charest, la superpuissance, elle casse les obstacles qui sont devant elle. Et puis elle résiste. Alors il y a un mot qui a été aussi beaucoup utilisé par les chefs d'entreprise qui étaient avec nous ce matin, par Michel Bernardo, mais aussi par Philippe Camus, par aussi d'une certaine façon Laurent Magno, mais même si il a donné d'autres mots et notamment la complexité, ça a été la robustesse de cette superpuissance. On le voit bien, la robustesse et le sursaut qu'il y a eu de l'économie américaine après la crise des subprimes, et puis aussi le sursaut de l'économie américaine post-Covid. Et quand on regarde en fait les trajectoires de PIB entre l'Europe et les États-Unis depuis le Covid, le PIB américain est largement dépassé le niveau qu'il avait avant la pandémie, alors que c'est tout juste le cas pour l'Union européenne, et ce n'est pas encore le cas d'ailleurs pour l'Allemagne. Donc cette robustesse, c'est quand même quelque chose qui est remarquable et qui est lié, et là Philippe Aghion l'a extrêmement bien décrit, par le dynamisme de la recherche, avec des dépenses de R&D privées qui sont 2 fois plus élevées aux États-Unis qu'en Europe, un écosystème d'innovation avec ces grandes universités, ces start-up, ces fonds publics, le venture capital, le rôle des agences de l'État, la DARPA, la BARDA, qui font que cette capacité d'innovation aux États-Unis est remarquable. Alors une superpuissance aussi, eh bien, la capacité d'imposer ses règles, et c'est toute la question de l'extraterritorialité aussi du droit américain qui nous pose, hélas, beaucoup de problèmes et dont on n'arrive pas à s'extraire parce qu'il y a derrière cette superpuissance américaine une supermonnaie. Même si elle est moins importante dans nos réserves, elle explique encore l'extraterritorialité du droit américain et la puissance américaine.
Voilà pour le premier mot. Oui, le second mot, c'est cette puissance. En effet, Eric Scholl nous rappelait aussi que les États-Unis avaient gagné ce matin le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il y a un revers évidemment à cette médaille, c'est celui des inégalités, un propos qui est beaucoup revenu, même si le rêve américain existe encore, nous a rappelé Afsat Abiola. Néanmoins, si vous voyagez aux États-Unis, dans certains États, c'est comme un pays en voie de développement, nous a rappelé tout à l'heure le Premier ministre Jean Charest, et tout le monde n'est pas bénéficiaire de la richesse et de la puissance américaine. L'avocat Jean-Claude Beaujour nous a dit les inégalités sont flagrantes. Ce matin, c'était le sujet de la table ronde sur la société américaine, une société qui semble parfois sur le point d'exploser parce qu'elle a peut-être un peu oublié de faire mettre en place des politiques publiques qui remettent le citoyen au centre du débat. Parfois, comme a dit Jean Charest, nous sommes allés peut-être un peu trop loin sans penser, sans prendre en compte à ceux qui ont payé le prix, un prix qui se caractérise dans la société américaine, nous a rappelé l'historienne Françoise Coste, par la violence évidemment qui marque les esprits aux États-Unis, la violence des armes à feu, la violence politique, on le sent dans le débat politique américain. Et dans cette atmosphère, nous a rappelé Françoise Coste, la grande force de Donald Trump, ça a été de s'emparer justement de sujets tabous qui n'avaient pas été mis en avant par les politiques et aussi de se rendre compte que, par exemple, la grande récession de 2007 que le Premier ministre Jean Charest a rappelé avait créé des laissés pour compte qui finalement des questions qui n'avaient jamais été abordées, et cela a laissé des traces durables dans la société américaine, des traces durables qui se traduisent, ces inégalités, par notre prochain mot, à savoir une polarisation politique, une radicalisation des positions de chacun. Ce matin, Jean-François Copé nous a parlé justement des... pardon, ça va trop vite, mais nous a parlé justement de thèmes qui divisent la société, des thèmes qui remontent presque parfois à la guerre de sécession. Donc il y a des fractures dans l'Amérique d'aujourd'hui qui n'ont pas été réglées et qui créent du coup deux camps, un camp, le camp de l'extrême droite identitaire américaine, et aussi de l'autre côté le camp de l'extrême gauche, du wokisme, etc., qui fait que la liberté de débat aujourd'hui semble avoir disparu aux États-Unis. Et comme l'a rappelé Françoise Coste, le clivage droite-gauche a été remplacé par une hystérisation dont la quintessence, en fait, a été évidemment le 6 janvier 2021, avec cette incapacité de Donald Trump à reconnaître sa défaite une première fois. Et la question, c'est comment on guérit de ça, nous a dit Françoise Coste, comment on fait quand le dentifrice est sorti du tube, et est-ce que finalement l'élection pourra résoudre la polarisation? A priori, on peut penser que non. Comme l'ont évoqué plusieurs interlocuteurs ce matin, il y a quand même un risque pour le monde de l'instabilité qui pourrait être provoquée par cette élection et l'absence de reconnaissance de Donald Trump. Alors, le quatrième mot qui a souvent été prononcé et une thématique évoquée, c'est celle du protectionnisme. Alors, au début de son intervention, Jean Charest nous a relaté la naissance du CETA et les bienfaits de ce traité de libre-échange. Et puis, on voit ce qui s'est passé, même en France, ces derniers mois, avec le CETA attaqué, qui n'a pas été ratifié par le Parlement. Alors, l'attaque contre le libre-échange, finalement, elle est aussi beaucoup venue ces dernières années par les États-Unis, avec d'abord, la naissance même a été même sous Obama, puis ça s'est développé vraiment très très fortement pendant les années Trump, par des barrières, des guerres commerciales, des barrières douanières qui ont été hérissées, et de nombreux secteurs européens et en France, pas si loin que ça, si vous allez parler aux producteurs de cognac ou même dans l'industrie du luxe, aux viticulteurs français, ils se rappellent des années Trump avec beaucoup d'angoisse. Et alors évidemment, ce protectionnisme, même s'il s'est un petit peu atténué pendant les années Biden, on n'est pas revenu évidemment totalement en arrière, ce qui pose beaucoup de problèmes pour les entreprises européennes et les entreprises françaises. Et on sait bien, comme Laurent Saint-Martin l'a bien montré ce matin, à quel point le marché américain
américain est important. C'est un grand marché d'exportation pour nous. Alors, la grande question qui se pose, c'est ce protectionnisme va-t-il s'éroder ou si on a Kamala Harris à la Maison-Blanche en janvier prochain ou ça, on ne sait pas, parce que pour le moment, on voit bien que le programme de Kamala Harris est assez flou. Il n'empêche qu'un retour en arrière est peu probable et que sur ce front-là, l'America First et le Make America Great Again est toujours très, très important et qu'on aura quand même une administration américaine qui pensera d'abord à ses intérêts industriels. Ce qui nous amène à un autre mot, qui est le 5e mot qu'on avait sélectionné, qui est celui de l'isolationnisme. J'ai l'impression qu'il y a une sorte, à vous avoir écouté, une sorte de double mouvement qui est à l'œuvre. Un premier mouvement qui est que l'influence, et ça c'est Pascal Boniface qui nous l'a très bien décrit, que l'influence des États-Unis dans le monde diminue, à la fois en Afrique, en Amérique latine, dans un monde où le multilatéralisme est en crise. Et puis parallèlement, un deuxième mouvement où une forme, même si c'est beaucoup plus fin en réalité, d'isolationnisme, de repli américain, d'America First qui est en train de se cristalliser. Et Laurence Nardon l'a bien dit, c'est cette fatigue des interventions à l'étranger. Alors, ça nous pose des questions, nous, Européens, qui sont capitales pour nous. Dans ce contexte, à la fois de protectionnisme et à la fois de montée de l'isolationnisme américain, quelle peut être notre réponse? Eh bien, elle tient en deux mots, une expression, en fait, qui est celle de l'autonomie stratégique. Le réveil, j'ai l'impression que ce réveil et cette prise de conscience est là. Beaucoup de travail pour reconstruire cette autonomie stratégique. Et le paradoxe de la situation, c'est que c'est le général Trinquant, mais aussi d'autres intervenants ce matin qui l'ont pointé, c'est que une victoire de Trump en novembre prochain pourrait même servir d'aiguillon à la reconstruction d'une autonomie stratégique européenne. Oui, c'est Michel Bernardo qui disait aussi ce matin que pour nous, Européens, être mis en face de nos insuffisances, ce ne serait peut-être pas si mauvais. Et c'est pour ça que nous avons donc choisi ce dernier mot, autonomie, car comme l'a rappelé aussi Pascal Boniface, il faut aussi rétablir l'autonomie des esprits. Nous avions aussi la façon de faire ça, de rétablir cette autonomie, c'est Jean-François Copé qui nous en a longuement parlé ce matin, c'est d'arrêter aussi avec le French bashing, l'Europe bashing, d'avoir conscience de nos forces et de faire de cette autonomie stratégique et défensive la priorité absolue, ce que nous n'avons pas toujours fait. Il y a déjà quand même des signes positifs, on a investi dans des domaines importants, Jean-François Copé l'a rappelé ce matin, mais aujourd'hui le principal défi de l'Europe, c'est de surmonter ses propres doutes et son manque de confiance en elle, pour aussi montrer aux Américains, comme le Premier ministre Jean Charest nous l'a dit, nous avons aussi des choses à offrir aux Américains, et si on se retrouve face à un faiseur de deal comme Donald Trump, il faut avoir quelque chose à offrir. Et évidemment, il y avait cet appel très fort de Philippe Aghion sur toutes les forces que l'on peut avoir, l'innovation, la recherche européenne qui partent aux États-Unis et qu'il faut savoir aujourd'hui retenir. Il y a des pistes, il y a eu des pistes positives. On n'a pas été que dans le constat, évidemment, de ce qui ne pouvait pas être fait. Jérémy Gallon, par exemple, nous a parlé de décentralisation, aussi de la possibilité de créer une voie autonome en matière de politique commerciale, industrielle, de ne pas s'aligner systématiquement sur les États-Unis et de faire justement attention à ce protectionnisme. Enfin, comme l'a rappelé notre hôte, Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, lorsque nous regardons les États-Unis, c'est surtout nous-mêmes aussi que nous regardons. Et cette élection, il faut se réfléchir à ce que cette élection signifie pour nous, faire notre place pour que le monde ne se réduise pas à un affrontement entre la Chine et les États-Unis, car le monde a besoin d'équilibre. Merci. Wow.
On savait que l'Express était capable d'analyse, mais en plus, on saura maintenant qu'ils sont capables de synthèse. Et donc, bravo et merci beaucoup d'avoir structuré un peu. Et ce texte-là sera diffusé par la Fondation parce qu'il est très dense et qu'il donne bien la charpente même de nos discussions.